Dans une récente conférence aidante de Sweet Papy que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, j'ai osé poser la question qui tue au sens figuré. C'est quoi une belle mort pour toi? Et là, jeunes, vieux, hommes ou femmes, tous quasiment ont répondu la même chose. Partir chez soi, dans son lit, sans souffrance et entouré des nôtres. Mais la réalité parfois est tout autre. Parce que mourir chez soi, ce n'est pas qu'une belle image, c'est aussi un projet exigeant, fragile et parfois douloureux. Alors je t'en parle tout de suite dans cet épisode. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Tout au long de ces derniers moments auprès de toi, mon Sweet Papy, j'ai eu quand même cette impression étrange que ta fin de vie ressemblait beaucoup au début de notre existence, comme lorsque nous étions bébés. Ce besoin de beaucoup dormir, de calme, de sérénité. Cette façon dont tu étais pris en charge à domicile comme à l'EHPAD pour tes besoins naturels, ta toilette, la nourriture, s'apparentait tellement aux soins qu'on prodigue à nos tout petits. Et d'ailleurs, beaucoup d'aidants reprennent cette phrase « Je deviens le parent de mon parent ». Certains en ont même fait des livres. Peut-être que je devrais m'y mettre. Allez, passons. Imagine donc l'histoire de Caroline, qui accompagnait sa maman de 98 ans, qui répétait sans cesse « J'ai fait toute ma vie dans cette maison, je veux la finir ici, chez moi ». Pour tenir sa promesse, sa fille avait réaménagé complètement la maison pour s'installer auprès d'elle. Alors évidemment, les premières semaines étaient presque joyeuses. Les fleurs, la musique, les visites, les rires. Puis la maladie a repris le dessus. Malgré l'équipe d'hospitalisation à domicile, c'était de longues nuits sans sommeil pour Caroline. La difficulté des transferts, l'angoisse de ne pas entendre et le fait qu'il n'y ait aucun répit. Le salon s'était transformé en chambre d'hôpital et finalement un matin, Caroline m'appelle en larmes. Je n'ose pas dormir. J'ai peur qu'elle parte pendant que je suis là ou au contraire pas là. Je n'en peux plus. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rencontrés et nous lui avons expliqué la situation. C'est alors qu'elle a murmuré « Peut-être qu'il est temps que je laisse ma maison me quitter, avant que je ne la quitte moi. » Parce qu'au fond, ce n'est pas la maison qui fait le chez-soi. C'est souvent la tendresse qui y circule. Et pour moi, la vraie liberté, ce n'est pas d'imposer un lieu, c'est de choisir le contexte où la sérénité peut naître. Et j'ai compris à travers cette expérience que le mourir chez soi peut devenir une prison invisible, celle où l'amour se transforme en devoir et où la maison devient le théâtre d'une angoisse silencieuse. Alors oui, en fait, on idéalise la mort à domicile comme une fin douce et naturelle. C'est beau, hein? Mais en réalité, ce rêve peut devenir un fardeau immense. D'abord pour la personne malade, qui sent qu'elle épuise son entourage et n'ose plus demander d'aide. Pour les proches, qui vivent dans la peur, la fatigue, la culpabilité et parfois le traumatisme du dernier souffle à la maison. Pour les équipes de soins, souvent démunies face aux imprévus, aussi et aux urgences de dernière minute. On parle peu des familles qui, après coup, n'arrivent plus à réinvestir la maison. Le lit, la chambre, l'odeur du départ deviennent des cicatrices invisibles. Alors oui, mourir chez soi peut être une belle mort, mais seulement quand le cadre, les ressources et la sérénité sont présents. Sinon, je te le dis, c'est un rêve très lourd à porter, pour celui qui part comme pour ceux qui restent. Et puis, la responsabilité de l'aidant, de l'accompagnant à la maison dans les derniers moments, il est d'offrir la paix à son proche, son bénéficiaire, qui lui est indispensable pour faire face à cette étape ultime de son existence. Bien-être, quiétude, tranquillité intérieure deviennent la priorité absolue. Mais ce n'est pas toujours la maison qui offre cette paix. Eh bien pourquoi ? Parce que, en premier, les sons de la maison continuent, les bruits extérieurs, la télévision, les dialogues, les enfants.
les gens de passage. Il faut continuer à vivre. Parfois, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, la discorde ressurgit dans ces moments remplis d'électricité et déchire les proches entre eux, qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre les choses au point, même dans ces moments-là. C'est alors indispensable dès le début de distinguer le projet de fin de vie idéal du projet possible. Le domicile doit rester un choix libre et réversible, bien sûr. Mais si la souffrance physique ou morale devient insoutenable, le passage en soins palliatifs n'est pas un échec, c'est une continuité de soins. Et puis tu le sais, l'aidant n'est pas un infirmier. Son rôle, il est uniquement affectif, pas technique. Quand il devient chef de soins malgré lui, il s'épuise et il culpabilise. Alors les chiffres parlent, 8 Français sur 10 disent vouloir mourir chez eux. Mais seuls 25% y parviennent réellement, les autres meurent à l'hôpital ou en structure, souvent parce que la logistique et l'épuisement dépassent l'amour. Et la mort à domicile exige un encadrement précis. Coordination HAD, relais jour et nuit, anticipation des symptômes, soutien psychologique. Sans cela, le rêve devient chaos. Quand tout est bien préparé, quand l'équipe, la famille et le malade avancent ensemble, alors oui, ce rêve peut redevenir un espace d'apaisement. Une traversée humaine juste et belle. Mais accepter de partir ailleurs, ce n'est pas trahir une promesse, c'est en honorer le sens profond, aimer jusqu'au bout, sans se perdre. Je fais juste une aparté dans cet épisode pour te dire que mon accompagnement Sweetel, ce n'est pas uniquement en individuel, mais aussi en espace pro pour les accompagnants et les professionnels du soin, qui peuvent partager dans la communauté Sweetel un duo d'écoute et de soutien. L'une éclaire l'émotion, l'autre aide à garder le cap. Nous sommes toujours par deux. Pour conclure, un maintien à domicile doit donc reposer sur 3 piliers essentiels. L'évaluation partagée, c'est-à-dire régulièrement voir si le domicile reste un lieu de confort et de sécurité. Voir si la coordination pluridisciplinaire continue et dans de bonnes conditions. Médecin traitant, SIAD, HAD, bénévoles. Chacun a un rôle à jouer. La clé, c'est la communication. Et puis protéger les aidants. Accompagner un proche à domicile, c'est aussi risquer l'épuisement. Alors apprendre à demander du relais, s'autoriser à dire « je n'en peux plus », c'est une forme de courage, pas de faiblesse. Mais c'est difficile et les conditions actuelles sont de plus en plus compliquées. Donc j'espère que cet épisode t'aidera à comprendre les réalités et les limites du mourir à domicile. Pour préserver ton équilibre émotionnel d'aidant, pour identifier les soutiens possibles en anticipation, et surtout trouver la paix dans la décision, quelle qu'elle soit. Enfin, je t'invite à écouter l'épisode 201, sur la promesse aussi, et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, c'était notre moment du jour, et repensons ensemble à cette idée du chez-soi. Peut-être qu'au fond, le vrai chez-soi, ce n'est pas un lieu mais un lien. Et tant que l'amour circule, on n'est jamais vraiment parti. À demain! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.